Salinienne. Recording in progress. Merci, vous pouvez vous mettre. En effet, suite à la mission d'évaluation des besoins électoraux en 2024, il a été surtout recommandé d'accroître l'assistance électorale. Dans le même temps, le Conseil électoral entend harmoniser ses actions avec l'ensemble des opérateurs et partenaires impliqués dans le processus. L'atelier de planification opérationnelle ayant entre autres pour objectif de construire un plan indicatif des opérations à entreprendre pour une organisation efficace du scrutin référendaire et à contribuer au renforcement de la collaboration entre les différents acteurs. Cet atelier donc coïncide avec la finalisation de l'évaluation des centres de vote. Autant dire que les 2 journées nous offriront l'opportunité d'approfondir les réflexions sur les prochaines étapes et déterminer des mécanismes efficaces entre les différentes entités. Sur ce, j'ai le privilège d'introduire le directeur exécutif, tout d'abord, pour ses propos introductifs. Monsieur le directeur exécutif. Monsieur le Président du Conseil électoral provisoire, Mesdames, Messieurs les conseillers et conseillères en ligne avec nous, Monsieur le ministre délégué auprès du Premier ministre en charge des questions électorales et constitutionnelles, Monsieur le représentant permanent, le représentant résident du PNUD en Haïti, Monsieur le conseiller technique président du PNUD, distingués partenaires nationaux et internationaux avec nous, en vos titres et qualités, Mesdames, Messieurs les cadres supérieurs du CEP, Mesdames, Messieurs les techniciens du PNUD, chers invités, Mesdames, Messieurs. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue à cet atelier de planification opérationnelle organisé dans le cadre du projet d'appui au processus électoral en Haïti, à un moment où notre institution est appelée à jouer un rôle historique dans le rétablissement de la gouvernance démocratique de notre pays. Cette activité, l'une des toutes premières étapes concrète de la mise en œuvre du projet révisé, signé le 30 avril dernier, c'est l'une des toutes premières étapes concrètes de la mise en œuvre du projet signé le 30 avril dernier. Elle constitue un cadre stratégique et opérationnel de dialogue entre les différentes composantes de notre écosystème électoral, à savoir le CEP, le gouvernement et les partenaires techniques et financiers, pour poser ensemble les bases d'une préparation rigoureuse et concertée
du référendum et des scrutins à venir. L'objectif de cet atelier est triple. Premièrement, il s'agit d'évaluer les progrès réalisés jusqu'à présent et identifier les zones d'amélioration. Deuxièmement, élaborer de façon participative un plan indicatif des opérations électorales et un calendrier provisionnel et un budget. Troisièmement, renforcer la synergie entre nos équipes internes et les partenaires stratégiques pour garantir efficacité, cohérence et transparence. Permettez-moi aussi de remercier les équipes techniques du CEP et du PNUD qui ont contribué à l'organisation de cette activité, ainsi que tous les experts ici présents ou en ligne pour leur engagement. Je vous invite à faire preuve de rigueur, de collaboration et d'esprit d'ouverture pour que les conclusions issues de cet atelier puissent alimenter de manière concrète la feuille de route du processus électoral. Et maintenant, et conformément au protocole, j'ai l'honneur de céder la parole à M. Patrick Saint-Hilaire, président du Conseil électoral, pour ses propos de lecture. Je vous remercie. Mes chers collègues, conseillères et conseillers électoraux qui nous accompagnent en ligne, Monsieur le ministre délégué, Monsieur le représentant résident du PNUD, Mesdames, Messieurs, les membres du bureau intégré et des agences des Nations Unies en Haïti, Monsieur le directeur exécutif, Mesdames, Messieurs les directeurs et membres du personnel du CEP, Mesdames, Messieurs les participants en vos rangs, grades, types et qualités, tout protocole respecté. Mesdames, Messieurs, je me félicite de la qualité du partenariat en action entre le Conseil électoral provisoire, le gouvernement haïtien et le programme des Nations Unies pour le développement, dans le cadre du projet d'appui au processus électoral en Haïti. Un projet dont les objectifs stratégiques ont soigneusement été définis. Je souhaite remercier le directeur exécutif pour l'excellente coordination du premier atelier de planification opérationnelle qui devra nous permettre de garder la machine électorale en bon état de marche. Une coordination efficace sera le gage des principaux résultats escomptés. Mes remerciements s'étendent aux représentants résidents du PNUD, au personnel du PNUD en Haïti, aux membres du bureau intégré des Nations Unies en Haïti et à tous les partenaires qui interviennent dans le cadre du processus électoral. L'organisation de cet atelier de planification vient à point nommé. Il devrait nous permettre, par-dessus tout, d'établir entre autres un budget et un calendrier réaliste des opérations électorales. Il apparaît, au vu des urgences de notre pays, que la mise en œuvre du PAPE requiert de la célérité. Nous devons agir vite et bien, dans le respect des sphères respectives de toutes les institutions intervenant dans le cadre du projet. Ce qu'il y a de plus inquiétant, c'est que l'environnement sécuritaire du pays est globalement fragile. L'insécurité complexifie tous les aspects de la vie nationale. Beaucoup de zones, notamment dans le département de l'Ouest, le département de l'Artibonite et du centre et celui du centre, demeurent à haut risque. Nous sommes encouragés par la présence dans cette salle des représentants des forces armées d'Haïti, de la police nationale d'Haïti, de la composante policière du BINU, des membres
de la mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti. Parce que, nous ne cesserons de le répéter, la sécurité constitue une condition essentielle à l'organisation d'élections crédibles dans le pays. Mesdames, Messieurs, chers participants, l'organisation d'élections crédibles dans un délai raisonnable est la seule chance d'un vrai redressement de notre pays. J'ai noté avec une énorme satisfaction qu'au cœur des discussions que nous aurons au cours de ces 2 jours, nous trouvons des questions essentielles pour le succès du processus électoral, telles l'opérationnalisation des structures déconcentrées, l'établissement des listes électorales, la transmission électronique des résultats, les différents aspects de la logistique électorale, l'acquisition du matériel électoral, la formation, l'éducation civique et la communication, la sécurité électorale, l'organisation, l'observation du scrutin, le vote des personnes déplacées et des Haïtiens de l'étranger. Autant de volets du processus électoral qui méritent une réflexion particulière et des actions bien ciblées. Ce qui est certain jusqu'ici, c'est que le Conseil électoral provisoire, accompagné de ses différents partenaires, avance dans la bonne direction malgré les éléments d'incertitude qui planent sur le processus de transition vers la démocratie et l'état de droit. Nous nous félicitons du succès de l'ambitieuse mission de formation et d'évaluation des centres de vote, conduite sans heurts dans 9 départements géographiques du pays. Le directeur des opérations électorales, la directrice de la formation vont nous éclairer sur les résultats obtenus et les prochaines étapes à franchir. Je m'en voudrais de ne pas saluer la présence courageuse et encourageante sur le terrain de mes collègues et d'autres membres du personnel de l'institution électorale pour une mission d'appui à la mise en place des structures déconcentrées. Toutes les dispositions ont été prises pour que ces activités se poursuivent avec la même détermination dans le département de l'Ouest. Nous ferons de notre mieux, avec l'appui de nos principaux partenaires, pour rendre pleinement opérationnelles toutes les structures déconcentrées du Conseil électoral. Pour y parvenir, nous comptons beaucoup sur la discipline, la compétence et la motivation des membres du personnel de l'institution, ainsi que la diligence de nos partenaires internationaux dans le traitement des dossiers liés aux opérations électorales. Mesdames, Messieurs, nous attendons impatiemment les résultats de l'atelier de planification opérationnelle. À cet égard, nous réitérons toute l'importance que nous attachons à la légitimité démocratique du processus électoral. Cette légitimité trouvera sa meilleure expression dans une participation aussi large que possible de la population haïtienne. Nous vous encourageons à examiner avec soin les questions liées à la participation citoyenne, en particulier celles des femmes, des jeunes électeurs, des personnes déplacées, sans oublier celles qui se trouvent dans des camps de fortune. Et je suis encouragé par toutes les questions qui seront examinées dans le cadre de cet atelier. La question des listes électorales, de la transmission des résultats, l'introduction des nouvelles technologies de l'information, la logistique électorale, le matériel référendaire électoral, la formation et j'en passe. Mesdames, Messieurs, je voudrais pour conclure appeler votre meilleure attention sur certains grands principes qui inspirent notre action à la tête de l'institution électorale. La dignité, l'impartialité,
l'indépendance, le patriotisme et la transparence, entre autres. Pour mener à bien la mission qui est la nôtre, nous demeurons à l'écoute de toutes les parties prenantes, en particulier les partis politiques et les acteurs de la société civile. Nous prendrons toute notre part dans les efforts et sacrifices nécessaires pour garantir la crédibilité du processus électoral. Nous ne demandons qu'à incarner les aspirations légitimes de notre peuple à des élections crédibles et susceptibles de faire renaître l'espoir. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, chers participants, je déclare ouverts les travaux de l'atelier de planification opérationnelle. Bonne participation à toutes et à tous. Merci. Ces 2 journées, à coup sûr, devront permettre aux différents acteurs impliqués dans les processus en cours à trouver la synergie nécessaire pour réussir les prochaines étapes de la feuille de route électorale. À présent, nous avons le privilège d'inviter le représentant résident du PNUD, M. Xavier Michon, à présenter ses propos à cette circonstance. Ok, on va faire avec. Monsieur le Président du Conseil électoral provisoire, Mesdames et Messieurs les conseillers du Conseil électoral provisoire, Monsieur le ministre délégué aux Affaires constitutionnelles et électorales, Messieurs les représentants de la PNH, Monsieur le représentant de la FADH, chers membres du CEP ici présents, chers collègues du système des Nations Unies aussi ici présents, chers partenaires, bonjour à tous. Nous franchissons aujourd'hui une étape déterminante. Depuis plusieurs mois, et vous le savez bien, nous étions sur les starting blocks. Et certains starting blocks n'étaient pas une simple posture. Ils ont été faits d'actes concrets. L'évaluation du matériel électoral disponible, la planification des transports aériens, l'achat des premiers équipements essentiels, ou encore, comme le citait Monsieur le Président, l'analyse de l'état des baies et des becs. Ce sont que quelques exemples des efforts engagés discrètement, mais surtout méthodiquement, pour que le départ soit possible et dans les meilleures conditions. Aujourd'hui, avec l'atelier de planification électorale, nous enclenchons donc ce mouvement avec beaucoup plus de vigueur. Le processus démarre avec les scrutins référendaires en ligne de mire. C'est le début d'un parcours qui doit conduire à une nouvelle légitimité institutionnelle dans un esprit d'apaisement, d'inclusion et de responsabilité. Ce que nous entamons ici dépasse la seule dynamique électorale. Il s'agit de reconstruire la confiance entre les institutions et les citoyens et les citoyennes, entre les acteurs publics et les partenaires, entre le pays et son avenir. Et cela exige non seulement une capacité d'organisation, mais aussi une capacité de communication. Ce processus devra être compris, partagé, expliqué. Il devra parler aux Haïtiens et aux Haïtiennes, dans toute leur diversité et sur tout le territoire. L'atelier que nous lançons aujourd'hui devra donc aussi produire une vision claire de la stratégie de communication adoptée,
Une stratégie qui informe, qui rassure, qui mobilise, en particulier les femmes et les jeunes, trop souvent tenus à l'écart. Donc le mot d'ordre, à chaque étape, doit rester le même. Travailler ensemble. Le PNUD, en collaboration étroite avec le reste de la famille onusienne ici présente, est à vos côtés. Nous sommes prêts à soutenir chaque phase de ce processus dans le respect total des priorités nationales et des responsabilités et mandats de chacun. Je tiens donc à remercier le CEP pour la confiance renouvelée. Je salue aussi la présence du ministre Gratien et l'engagement des forces de sécurité, ici présentes via la PNH et l'FADH, garantes de la stabilité nécessaire au bon déroulement sécuritaire du processus. Nous avons beaucoup à faire et peu de temps, mais nous avons l'essentiel, une volonté commune d'avancer. Ensemble, nous pouvons transformer cette volonté en résultat. Merci encore et je vous souhaite un très bon déroulement de cet atelier. Merci encore. Merci, Monsieur le représentant du PNUD. À présent, nous allons devoir passer à la présentation des résultats de l'évaluation des centres de vote. Il faut dire qu'au cours du mois écoulé, le Conseil électoral provisoire a mené une gigantesque opération d'évaluation des centres de vote dans 9 départements. Parallèlement, les membres des structures déconcentrées ont été formés, outillés, en vue d'accomplir efficacement leurs tâches. Il faut dire aussi, dans le même temps, les bases opérationnelles qui ont été identifiées en décembre dernier ont fait l'objet de réévaluation aussi. Nous avons le privilège d'introduire le directeur des opérations électorales ainsi que la directrice de la formation pour la présentation des résultats de l'évaluation et de la formation. Monsieur le directeur. Bonjour à tout le monde. En fait, on va essayer de faire une présentation de l'évaluation des centres de vote. Une présentation qui ne sera pas complète parce que, pour 2 raisons principales, on est à la phase, on est en train de terminer la collecte des données sur le terrain. Les premières équipes ont commencé à rentrer hier seulement. Et deuxièmement, étant donné qu'il y a certains centres de vote qui ne sont pas encore enregistrés dans le système, donc les chiffres que je vais vous présenter à la fin de cette présentation doivent être pris avec beaucoup de précédents. Maintenant, la présentation va être divisée en 2 parties et je pense que comprendre les résultats que je vais vous présenter revient aussi à comprendre toute la planification qui a été faite pour réaliser l'évaluation des centres de vote. On va voir ensemble le questionnement relatif à l'ECV, l'évaluation des centres de vote, les objectifs, les activités qui ont été réalisées, les résultats attendus, les différentes phases de l'évaluation, la phase de conception, la phase d'opération, la méthodologie qu'on a suivie et la constitution des équipes qui nous a permis de faire le plan de déploiement, les kits pour l'édition, les contraintes, etc. Et dans la deuxième partie, on va essayer de voir les premiers résultats. Je dis bien les premiers résultats. Comme je vous ai dit, la phase de collecte des données est en train de terminer. Les premières équipes commencent à rentrer hier, donc ce qui veut dire qu'il y a certaines données qui ne sont pas encore montées dans le système. Alors, pour réaliser l'évaluation des centres de vote, il y avait eu tout un questionnement. Quelle est la disponibilité des centres de vote? De quel état sont-ils? Quelle est leur capacité d'accueil? Faudra-t-il déplacer ou décongestionner certains d'entre eux? Faudra-t-il en créer d'autres? Et quid de la situation sécuritaire? Maintenant, ce questionnement nous a permis
nous a permis de mettre en place les objectifs par rapport à l'évaluation qui étaient, on a eu 2 objectifs. Établir une liste géoréférencée d'au moins 1534 centres de vote avec toutes les informations et sur leur état, leur capacité et leurs conditions d'accès. Le deuxième objectif était de mettre en place toutes les mesures alternatives pour remplacer les centres de vote non disponibles. Parce que, en fait, la raison principale pour l'évaluation des centres de vote, c'était de déterminer est-ce que tous les centres de vote sont disponibles par rapport aux dernières élections. Pendant la période de l'évaluation des centres de vote, il y a eu 3 grandes opérations. Tout d'abord, il y a eu la formation des membres de BED et de BEC, dont Madame la directrice va vous en parler tout à l'heure. Deuxièmement, il y a eu l'évaluation des centres de vote proprement dit. Et troisièmement, il y a eu la signature des contrats pour les membres de BED et de BEC. Et les résultats attendus, c'était la liste géoréférencée d'au moins 1534 centres de vote est dressée et disponible, et aussi les mesures de contingence qui seraient mises en place pour tout centre de vote non disponible ou non fonctionnel. Sur ce point, je dois dire qu'on a eu à faire une très grande intervention parce qu'à travers le pays, on a pu trouver qu'il y avait beaucoup de locaux qui étaient délabrés et qui n'étaient plus disponibles pour établir des centres de vote. Donc, les équipes sur le terrain ont pu rapidement trouver des alternatives pour remplacer ces centres de vote. Maintenant, on a distingué 2 grandes phases, la phase de conception et la phase d'opérationnalisation. La phase de conception était groupée autour de tout un ensemble de mécanismes tels que la mise à jour du questionnaire. Je dois vous dire que la stratégie qu'on a utilisée pour faire l'évaluation des centres de vote, ça va être, c'est notre on est à notre deuxième utilisation. On l'avait utilisé en 2021 et cette année encore, on a repris la même stratégie. Donc, la mise à jour du questionnaire, c'est-à-dire c'était les formulaires de l'évaluation, l'identification et la planification des ressources financières, logistiques et technologiques, la mise à jour des paramètres de l'application, on a utilisé l'application Kobo Collect, la planification de formation pour les coordonnateurs et les chefs d'équipe. Les coordonnateurs étaient en quelque sorte les responsables de délégation au niveau des départements. Et les chefs d'équipe étaient disséminés à travers tout le pays pour collecter les données. Alors, la formation portait sur quoi exactement? C'était comment remplir le questionnaire et les canevas de collecte des informations, comment prendre les données GPS à partir du téléphone, module de formation, et comment assurer aussi la supervision de l'étude, module de formation. Et également, il y a eu un atelier de travail avec différentes directions, non seulement avec les directions, mais aussi avec des partenaires, pour pouvoir arriver à opérationnaliser l'évaluation des centres de vote. La phase d'opération se caractérise par l'ensemble des activités permettant d'organiser la collecte des données sur le terrain. La collecte des données, actuellement, on est dans la phase de finalisation de la collecte des données. La mise à jour de la liste des CV, parce qu'il y a pas mal de CV qui ont été, centres de vote qui ont été utilisés lors des derniers scrutins. Maintenant, ces CV ne sont plus disponibles, il fallait actualiser ces centres de vote. Et la production des rapports, va arriver à la fin de tout ce processus. Alors, la méthodologie, on a eu 4 piliers pour nous permettre d'y arriver. Tout d'abord, je vais de parler, il y a les ateliers de travail. Les ateliers de travail, c'est tout aussi bien les rencontres avec les chefs d'équipe, les rencontres avec les coordonnateurs, les rencontres avec les partenaires et aussi les rencontres avec les directions au sein du Conseil électoral provisoire. Deuxième élément, deuxième pilier, c'était la constitution des modules de déploiement des équipes. Si au niveau de Port-au-Prince, on a constitué les équipes, mais pour le plan de déploiement, on a dû travailler avec les BED en général. C'est-à-dire, on a posé 2 questions avec les présidents de BED. La première question, c'était en fonction de la réalité du terrain, en fonction du nombre de centres de vote que vous avez, quelle quantité d'équipes on aura besoin pour réaliser l'évaluation des centres de vote.
Et la deuxième question, c'était en fonction des réalités territoriales, comment on peut répartir les équipes pour que le travail soit réalisé dans un temps record. C'est-à-dire, je parle de répartition des équipes. Il y avait des équipes qui étaient responsables de 2 communes, tandis que d'autres équipes pourraient avoir 3 communes ou 4 communes, dépendamment des difficultés d'accès. Troisième pilier, c'est la collecte des données. On est à la phase de finalisation de la collecte des données. Et quatrième pilier, c'est le monitoring. On a une équipe qu'on appelle le contrôle de qualité qui était logée à Port-au-Prince et qui était responsable de suivre les équipes de terrain et les équipes sur le terrain. Donc cette équipe était comme une équipe de running, une équipe de monitoring, une équipe aussi qui fait une certaine évaluation à distance, qui, par exemple, quand quelque chose est cloché, et appelait les équipes sur le terrain pour demander pourquoi vous n'avez pas fait telle chose, pourquoi tel centre de vote n'a pas été évalué. Donc ça permet aussi, c'était les yeux des équipes de terrain à Port-au-Prince. Et la constitution des équipes, les équipes étaient en quelque sorte constituées de 3 ou 4 techniciens et un chauffeur. Modèle de constitution des équipes, un technicien ayant un savoir-faire en matière technologique ou qui a la capacité de supporter les autres en cas de soucis technologiques. Parce que on a priorisé l'aspect technologique, c'est avec le téléphone qu'on enregistrait les données et les données arrivaient automatiquement sur un serveur quelconque. Et la priorité était accordée à l'ancienneté au sein de l'institution, mais pas toujours. Si quelqu'un avait la capacité, même si la personne est nouvelle au sein de l'institution, si la personne a la capacité de supporter des équipes, donc automatiquement, on pouvait la considérer comme un chef d'équipe. Maintenant, on avait mis en place des kits d'évaluation pour les équipes. Ces kits comprenaient la liste des CV des localités, les formulaires d'évaluation. On a effectué l'évaluation à partir du téléphone, mais on avait un plan de contingence au cas où il y aurait des difficultés. C'est pourquoi on équipait les équipes avec des fiches techniques, physiques, au cas où on ne pouvait pas, il y avait un problème avec les téléphones. Maintenant, il y avait une liste de consignes de sécurité et guide pour les pièces et justificatives. Chaque équipe, ou du moins chaque délégation avait un certain nombre de reçus. Coordonnées du directeur départemental de la PNH, téléphone pour les bêtes, téléphone de réserve pour les bêtes, téléphone pour les becs, téléphone pour l'équipe d'évaluation et fiches de réception et d'attribution des téléphones. Maintenant, pour les contraintes et les risques, le fait qu'on les ait anticipés, ça nous a permis de mieux y faire face sur le terrain. On avait identifié des contraintes administratives, des contraintes logistiques, et on a déployé sur le terrain environ 70 véhicules, et à certains moments, les véhicules tombaient en panne, mais comme on avait un certain plan de mitigation, ça nous a permis en quelque sorte d'y faire face. Les contraintes sanitaires, qui n'étaient pas trop graves, mais on a eu des cas d'intoxication, aussi bien dans le nord que dans le sud, mais des cas d'intoxication alimentaire. Mais à part ça, il n'y avait rien de grave. Risque de sécurité, on avait demandé aux équipes de ne pas trop s'y aventurer dans les zones rouges. Et ces consignes n'ont pas toujours été respectées. Ce qui peut expliquer, par exemple, dans la commune de Gaumont, tous les centres de vote ont été évalués. Tous les centres de vote à Gaumont ont été évalués. Et il y a également, à quelques endroits dans l'Artibonite, les équipes se sont aventurées pour évaluer certains centres de vote. Et les risques météorologiques, Dieu merci, on n'en a pas eu, mais c'était des risques qui étaient anticipés juste pour savoir comment y faire face si ça se présentait. Maintenant, en termes de résultats, comme j'avais dit, on est en train de confirmer les données. Les premières équipes commencent à rentrer hier et il y a certaines données qui ne sont pas encore enregistrées dans le système. Donc, ce qu'on peut dire, on a évalué au total, si je considère la date du 20 juin, 1318 centres de vote. Mais ce graphe présente essentiellement 1247 qu'on considère comme étant des centres de vote réglementaires, c'est-à-dire
c'est généralement le nombre de centres de vote nécessaires pour organiser un scrutin, des élections ou bien à travers le pays. Les 70 centres de vote, ce sont des centres de vote qu'on a fait comme étant des réserves au cas où on en aurait besoin d'autres. Mais ce chiffre que nous avons là porte sur 1247 et on peut voir l'Artibonite a été une surprise. Donc ensuite on a le nord, le sud et l'ouest 1. Bon, l'ouest 1, le centre et l'ouest 2, on comprend facilement, c'est à cause de l'insécurité. Le centre a perdu 2 becs, environ plus de 30 CV. Et l'ouest 2, on a évalué seulement les 2 becs de la Gonave. Et l'ouest 1, on a évalué Léogane, Petit Goave et Grand Goave. Donc c'est ce qui explique que ces 3 départements électoraux arrivent en dernière position. Les zones rouges. Jusqu'à présent, ce qu'on peut identifier comme étant zone rouge, il y a 46 zones rouges. Ces zones n'ont pas été évaluées. Les centres de vote qui se trouvent dans ces zones n'ont pas été évalués. Et pour les raisons que j'avais avancées, parce qu'on avait demandé aux équipes de ne pas s'y aventurer. Maintenant, pour l'Ouest 1 et l'Ouest 2, ce n'est pas zéro, mais étant donné qu'on n'a pas encore fait face à la situation, on ne peut pas donner des chiffres pour dire on a 100, on a 150. Donc c'est pourquoi, et dans le tableau, j'avais mis NA, mais c'est monté dans le graphe avec 0. Mais comme on n'a pas encore fait face à la réalité, donc c'est pourquoi on ne s'aventure pas à donner un chiffre. Et pour l'ensemble de ces centres de vote, ici on a le graphe par département, le nombre de BV. Donc c'est un graphe classique. Il y a une quantité de centres de vote au niveau des départements et dans chaque centre de vote, il y a une quantité de BV. Or, ces BV, au niveau du nord, on voit qu'il y a 1947 BV. Donc, pour le sud également, donc l'Artibonite, ainsi de suite. Donc, à partir de ça, c'est déjà une première estimation qui n'est pas complète parce qu'on n'a pas encore l'ouest, on n'a pas encore l'ouest 1 et l'ouest 2. Alors, en dernier lieu, ce que je peux vous offrir comme image pour l'évaluation des centres de vote, c'est cette distribution spatiale géographique du travail qui a été réalisé. Donc, on peut voir le milieu du pays, c'est en quelque sorte la région métropolitaine qui est creuse, qui est vide. Il y a également l'Ouest 2 et également une partie de l'Ouest 1. Donc, en quelque sorte, en termes de données GPS, de points GPS, c'est ce travail qui a été réalisé pendant les 30 derniers jours. Je vous dis merci. Je ne sais pas s'il y a des questions. Il n'y a pas de commentaires ou de questions sur la présentation du directeur des opérations électorales relative à l'évaluation des centres de vote. Entre-temps, nous allons passer au volet formation. Ah, d'accord. Bonjour tout le monde, Léon Guerrier, directeur général de l'ONU. La question que je voulais poser, est-ce qu'il y a un délai que vous vous donnez pour l'évaluation des centres et des PV de l'Ouest? Oui. Alors, la stratégie qu'on avait adoptée, on attend effectivement la rentrée de toutes les équipes. Et à partir de ça, on va constituer des équipes spéciales pour évaluer les centres de vote qui peuvent être évalués au niveau de l'Ouest. Donc c'est cette stratégie-là qu'on a adoptée. Est-ce que vous avez donné un délai? Je pense que d'ici la semaine prochaine, on doit être prêt, on doit terminer.
D'autres questions? La directrice de formation électorale, Madame Marc-Hélène Pierre-Louis Rosemont, vient donc d'exécuter un plan de formation à la satisfaction générale des membres des structures déconcentrées. La directrice a carte blanche pour présenter les résultats de ces équipes. Merci, M. Dumel. Et je me présente, je suis Marc-Hélène Pierre-Louis Rosemont. Question d'habitude, quand on présente des formations et des séances de formation au public, on apprend à se présenter à chaque fois qu'on prend la parole. Excusez-moi si je me présente encore après la présentation de M. Dumel. Malheureusement, il paraît que ma présentation ne monte pas sur la page. OK. J'ai ça, mais ça ne monte pas. On est OK. On va effectuer les arrangements techniques nécessaires devant permettre à la directrice de la formation électorale de pouvoir présenter les résultats de ce plan de formation qui a été exécuté par différentes équipes à travers 9 départements géographiques du pays. Il nous semble que le directeur adjoint, M. Eddy Philémon, est en train de faire le nécessaire pour que la présentation puisse avoir lieu. Et nous rappelons que ces 2 journées d'atelier visent à construire la synergie nécessaire entre les différents acteurs. On devra aussi parvenir à l'élaboration d'un budget, d'un calendrier pour les processus en cours. Donc la directrice pourra reprendre le microphone. Merci, Yvonne. Oui, vous aurez avec moi, dans un court instant, les résultats de la formation qu'on a distribuée à travers tout le pays. Le contexte général de ces séances de formation, et c'est que la direction de formation est l'une des directions techniques de l'institution. Merci. Le fait que notre rôle, notre mission, l'une des priorités de la direction de formation est de former tous les gens qui participent au processus électoral, la direction de formation est là pour inculquer les formations qu'il faut pour avoir toutes les données, les informations de l'institution en matière de technique, et à partir de la technicité de la formation donnée aux gens, les agents administratifs du CEP, le personnel du CEP, les gens des structures déconcentrées. On aura aussi la formation des membres de BV, les superviseurs, les grands formateurs, etc. Et dans le contexte de cette formation, c'était en vue de culquer, de procéder à
après l'installation et la prestation de serment des membres de BV, il faudrait les former pour qu'ils puissent entrer en fonction avec des bagages en main. Et dans sa mission d'élaboration, des modules ont été préparés afin de les partager avec eux, afin qu'ils soient en mesure et avoir des données et aptes à faire leur travail avec beaucoup plus de formation. Après la présentation de tout ce qu'on a fait dans les départements, ils auront à mieux adapter et ils pourront faire mieux leur travail et parce qu'on avait inculqué toutes les formations qu'ils devaient savoir pour qu'ils puissent travailler avec suite à tout ce qu'on leur a inculqué et pour qu'ils puissent au moins être aptes à continuer à travailler avec nous avec plus d'efficacité par rapport à leur formation. Ils pourront mieux utiliser tous les documents qu'on leur avait donnés si par malheur ils ont oublié quelque chose. Philémon? Ok. Pour la période de formation, on avait toute une équipe déployée sur le terrain. Du 26 mai au 30 mai, on était dans le nord, l'Artibonite, le sud et les Nippes. Et du 2 au 6 juin, on a traversé dans le nord-ouest avec l'équipe qui était dans l'Artibonite et le nord-est, ainsi que la Grand'Anse et le sud-est. Et après la formation de ces départements, l'équipe du centre, l'équipe qui était dans le nord-est, a été transportée dans le centre pour qu'on puisse faire la formation du 9 au 13 juin. Merci. Quels étaient les objectifs de ces séances de formation à travers tout le pays? C'est assurer une prise de fonction efficace, parce qu'après la prestation, avant de prendre le travail en main, il faut que les gens qui ont prêté serment, et comme vous n'êtes pas sans savoir que le CEP a déclenché un processus de recrutement, ensuite il y a eu un concours, et puis il y a eu des interviews pour que ces gens-là puissent prêter serment et installer. Après tout ce truc, c'est le tour de la direction de formation de former ces gens et à garantir une approche standardisée pour que tous les membres des BEC, tous les agents du système qui vont faire partie du système soient aptes pour harmoniser, pratiquer à travers le pays et d'éviter des disparités dans la gestion des bureaux référendaires et électoraux et bientôt. C'est de renforcer la transparence et l'éthique professionnelle. Les participants seront sensibles à l'impartialité. C'était l'un des points clés de la formation. L'impartialité, la lutte contre la corruption et aux principes démocratiques. Aussi, préparer les équipes à gérer les défis du terrain. Parce que souvent, il y a eu des conflits. Et par rapport à certains, on a eu à faire des référendums dans certains, on a eu à faire des programmes et des activités avant la période référendaire. On a eu à côtoyer des gens qui parlaient des défis qu'ils ont eus à partir des défis du terrain. L'une d'entre elles était la violence électorale. Alors, on a eu à préparer les équipes à gérer les défis du terrain en tenant compte des réalités locales, parce que chaque département a ses problèmes. La formation a inclus des stratégies de gestion des conflits et des techniques de communication adaptées. Ensuite, faciliter la coordination entre les bureaux électoraux référendaires et l'institution qui a les directions techniques et administratives. Merci. Pour les lieux qui ont été retenus,
on a eu à utiliser les locaux de la direction départementale de l'agriculture de la Haute-Tibonite, qui est un bureau étatique, que j'ai fait mention dans mon rapport que je vais donner au conseil. Dans le nord, on a utilisé l'hôtel Lac ou Breda. Et dans le nord-ouest, Kassika Convention Center. Dans le nord-est, c'était le Marien Hotel. Dans le plateau central, on a eu Hermitage de Pandiassou. C'est un espace qui laisse à désirer par rapport au local. Et dans les NIP, on a aussi Hôtel Robsi. Dans le sud-est, le Manoir Adriana Hotel. Et dans la Grandance, on a eu FEDO Multiservice. Là encore, c'est des locaux qu'on a choisis pour nous, qu'on devrait nous contacter avant de prendre ces locaux-là, parce que la direction de formation, je souhaite que la direction de formation ait même mise sur certains locaux qu'on va utiliser lors des formations, parce qu'il y a certains locaux qu'on utilise et on doit s'y adapter, ou bien c'est à nous de préparer. Et ça nous a beaucoup plus fatigués. Pour les modules qu'on a développés, on a eu le premier jour la présentation de la méthodologie de formation. Pour la méthodologie de formation, toutes les équipes qui étaient sur le terrain ont utilisé la méthode Bridge. Ça permet d'avancer pour ceux qui connaissent le Bridge. Parce que la participation dans une séance de formation capte l'attention, surtout quand on a affaire avec des gens, ce n'est pas des jeunes quand même. Et on a vu le contexte de la formation, la présentation du système électoral haïtien, ainsi que les règles qui régissent ce système. Parce qu'on doit avoir la Constitution, les décrets électoraux, les lois, quand c'est les lois, il y a les règlements internes du CEP, etc. Et on a vu le suffrage universel, les élections libres, honnêtes et périodiques, parce que normalement, dans notre pays, on devrait avoir des élections périodiques, des fois qui ne sont pas vraiment respectées. Et la définition des concepts référendum et élection, quelle différence y a-t-il entre un référendum et une élection? Et les types d'élections en Haïti, si c'est des élections directes ou indirectes, et les différences entre le scrutin et le suffrage. On a vu aussi l'administration et l'organisation du BED, le rôle des BED, et chaque membre des BED et des BEC ont leur rôle, leurs tâches spécifiques au niveau du bureau, et malgré que le BED en soi a son rôle, et chaque membre de ces BED et de ces BEC-là, ou les BRD et les BRC, ont leur rôle respectif dans le bureau. Et le rôle des coordonnateurs départementaux qui doivent de temps en temps côtoyer les gens des structures déconcentrées. Le deuxième jour, on a vu le rôle et la responsabilité des BEC, que je viens de dire. La mise en œuvre du plan opérationnel préparé par le CEP, qu'on a discuté entre directions avant même d'aller sur le terrain. La sensibilisation et l'observation sur les référendums, qui doit observer, qui peut observer, comment sensibiliser. Les limites et les sanctions, la campagne de sensibilisation, le déroulement du vote pendant le référendum, les activités avant le jour du vote, les activités du jour du vote. Le troisième jour, le déroulement du vote qu'on n'a pas eu le temps de faire parce que bon nombre des locaux utilisés n'étaient pas vraiment accessibles afin qu'on puisse travailler chaque jour à 9h. Si on a décidé qu'on doit travailler à 8h30 ou 9h, il y a des locaux malgré ça, malgré que c'est le troisième jour, il y a toujours des petits trucs à faire. Et ça nous a conduit au troisième jour avec le déroulement suite qui n'a pas eu le temps de finir durant le deuxième jour. Et le dépouillement qu'on a vu et puis la transmission des résultats, le rôle des membres des BED pendant la période du référendum, avant, pendant et après. Et le contentieux référendum, est-ce qu'il y en aura?
composition et structure du BCRN, si on aura, et le traitement des contestations qui peut contester, comment les contestations sont-ils recevables, et les infractions et les sanctions prévues par la loi quand il y aura infraction. Le 4e jour, on a vu le vote, l'approche du vote préalable par inscription sur place, qu'on aura à voir avec quelqu'un d'autre. Et la mise en contexte aussi. Inscription préalable dans le vote, quels sont les avantages et les inconvénients d'une telle approche. Et les séances de formation sur le Kobo-Collègue qu'on a vu avec la direction des opérations électorales. Et puis, on a enchaîné le 5e jour avec la suite, on a continué avec le Kobo-Collègue et ensuite avoir la signature de contrat de tous les membres des structures déconcentrées. Contraintes et défis. Ça, c'est un gros morceau, comme on dit chez nous. Parce que les problèmes de matériel roulant, là, rouler avec des véhicules MT et des véhicules avec des crevaisons de pneus, de temps en temps, on appelle, on trouve personne, etc. Ça, c'était un calvaire. Et les maisons de location, tantôt elles répondent, tantôt elles ne répondent pas. Les problèmes de carburant, on a eu un problème de carburant partout. Il y a là où on doit trouver des reçus, ils n'en ont pas. Là où il y a le carburant, ils n'ont pas de reçus. Là où il y a les reçus, ils n'ont pas de diesel, etc. Et ce n'était pas prévu dans notre programme. Et c'était aux chefs de mission et les chefs d'équipe, c'est à eux de faire le plein dans les véhicules et de rapporter après, etc. Et la difficulté au niveau des salles de conférence, que je viens de vous dire, certaines salles n'étaient pas vraiment accessibles pour des séances de formation telles que prévues. Et certaines salles ne sont pas vraiment appropriées dans les institutions publiques. C'était des bâtiments que le CEP pourrait demander à mettre à leur disposition, vu que c'est l'État, hein. Voilà. Maintenant, on vous présente ce tableau qui indique le nombre de personnes formées sur le terrain des départements. Aïe. OK. C'est bon. OK. Pour le département de l'Artibonite, on a eu 39 hommes formés, 15 femmes, sur un total de 54. On a eu 27% de femmes. Pour le Nord, on a eu 60 personnes à former, 42 hommes et 18 femmes, et 30% de femmes pour ONU Femmes. Et le Nord-Est, on a eu 32 hommes, 13 femmes, un total de 45 et 28% de femmes. Et pour le Nord-Ouest, on a eu 29 garçons et 6 femmes et un total de 35 personnes formées. Et avec on a eu un absent. On a eu un absent dans le Nord-Ouest. Et puis, on a eu 28% de femmes. Pour le département du centre, on a eu 30 hommes et 12 femmes, et un total de 42 membres formés, et 28% de femmes. Et pour le sud, on a eu 63 personnes formées, 40 hommes, 23 femmes, soit un pourcentage de 36%. Les NIP, on a eu 36 personnes à former, on a eu 51 personnes à former, 36 hommes et 15 femmes, soit un total de 29% de femmes. Pour le Grand Nord, dans les statistiques globales, pour le Grand Nord, on a eu 236 participants, 64 femmes, et c'est un pourcentage de 27% pour le Grand Nord, qui comprend le Nord, le Nord-Est, le Nord-Ouest, l'Artibonite et le Centre. Et pour le Grand Sud, on a eu
192 personnes, et 60 femmes et 31% de femmes sur 192. Un total de 428 personnes formées dans les 9 départements. Et pour le Grand Sud, on a eu quelques communes du département de l'Ouest qui ont été formées dans les NIP à Miragouane, telles que les communes de Léogane, Petit Gouave, de Grand Gouave, de Savanette et d'Anse-la-Galette. Et en gros, c'est le total des gens qui ont été formés durant notre passage après la participation après le déploiement de toute l'équipe de la formation. On a eu quelques suggestions et questions des membres de structures déconcentrées et on tient compte de certaines d'entre eux. Il y a des gens qui ont demandé, les agents de sécurité du BEC, du CEP doivent avoir des uniformes, ça concerne directement le CEP. Il y a l'observateur, est-ce que l'observateur doit voter dans un bureau déterminé au préalable par le CEP pour éviter qu'il vote plusieurs fois dans différents bureaux suite à l'approche du vote préalable par inscription et sur place. Il y a on a eu ceux qui ont une carte d'accréditation. Les membres des BEC demandent que ces gens-là se présentent aux autorités locales, les BEC par exemple, parce que des gens envahissent souvent les bureaux de vote sans même passer au local du BEC et les membres des BEC s'en plaignent. Et trop de retard pour payer les membres des BEC, ça c'est pour le CEP et le PNUD. Si on révèle 2 ou 3 doublons dans plusieurs bureaux de vote, qu'est-ce qu'on fait par rapport à l'approche du vote préalable? Que l'équipe qui doit présenter l'approche va vous éclairer. Et à Desdunes, il paraît qu'il dispose d'un seul bureau de vote. Qu'est-ce qu'on va faire? À Dessalines, les distances entre les centres de vote sont trop éloignées. Et il est important que la vérification sur les tablettes soit faite qu'une seule fois. Comment on va procéder? Et je pense qu'ils vont répondre à ces questions tout à l'heure. Et certaines recommandations par rapport suite aux suggestions des membres des BEC. Nous, on a des recommandations par rapport à la mission conjointe qu'on a fait avec la direction des opérations électorales. C'est clarifier en amont les rôles et les responsabilités des directions et dans les missions conjointes. Mettre en place une base de données commune pour le suivi logistique, ce qu'on a eu un grand problème sur le terrain. Et allouer un budget distinct pour les frais logistiques. Comment on va faire ça, je ne sais pas. Et identifier à l'avance les prestataires logistiques fiables. Renforcer la communication interdirectionnelle avec les réunions préparatoires, etc. Et en conclusion, on a pu former tout ce beau monde et la formation a permis aux membres des BEC et des BEC de connaître leur rôle, leurs tâches respectives, chacun des membres du bureau et pour la bonne marche et la bonne marche des structures déconcentrées, la méthode participative, comme je viens de vous dire, la méthode Bridge qu'on a utilisée, les présentations PowerPoint, remue-ménage, des jeux de rôle, des simulations ponctuées sur des questions-réponses. Et c'est comme ça qu'on a fait le tour du pays en attendant que la préparation de la formation dans le département de l'Ouest, vu qu'il y a quelques communes qui ont été formées dans le département des NIP, mais il y a le beau nombre des membres des BEC et des BED de l'Ouest qui n'ont pas été encore formés. Merci. Il y a des questions? Pour ces travaux dans ce contexte, vraiment. Ça c'est une suggestion pour le tableau. C'est un indicateur important. Ce sera quand même reporté dans le département de l'Ouest et puis dans les remarques, où ils ont été formés. Hein? Ce n'est pas qu'on n'a pas formé dans les départements, mais les gens du département
de l'Ouest ont été formés par rapport à cette situation. Il sera mieux de faire apparaître dans le département de l'Ouest au niveau de la formation, avec une colonne de remarques. Merci. D'accord. Merci. Nous remercions la directrice de formation électorale, Mme Marc-Hélène Pierre-Louis Rosemont, qui vient de nous présenter les résultats de son travail avec son équipe, ces différentes équipes qui étaient réparties sur 9 départements, 428 membres des structures déconcentrées formées. C'est un résultat assez réjouissant. Et voilà qui nous amène à la pause café et qui met fin aussi à la première partie de cette journée. Et les activités vont reprendre tout de suite après la pause avec les différentes équipes dans le feuillet qui vous a été distribué. Donc, différentes équipes sur des thématiques portant nécessairement sur le vote, l'inscription préalable sur place, des questions de logistique, tout ça sont abordés après la pause. Je vous remercie. Et nous remercions les amis, les collègues de la presse par l'écrit et télévisé qui ont couvert la première partie de cette journée. Merci et à bientôt.